Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 24 en partenariat avec Sabre et Avis. Aujourd'hui, c'est la rentrée et on est trop content d'accueillir autour de cette table Olivier Kervella, PDG de NG Travel et Boomerang. Bonjour Olivier. Bonjour. Raouf Ben Slimane, vous êtes président fondateur de Thalasso numéro 1 et au voyage. Tout à fait. Parfait, bienvenue. Merci. Nous accueillons Jean-Emmanuel Chaumeton. Jean-Emmanuel, vous êtes directeur du Tour Operating chez JetTour. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Claude Blanc, cofondateur et coprésident de Travel & Co. Je ne déclinerai pas les marques parce qu'il y en a trop. Bonjour. Bonjour Claude. Il y a un petit temps de retard. Aujourd'hui, une table en deux chapitres. Le premier, un retour sur l'été. Qu'est-ce qui vous a inspiré, messieurs, de cet été 2017 ? Nous aborderons les tendances 2017-2018. Claude, qu'est-ce qui t'a marqué cet été ? Alors moi, je voulais dire un mot sur la réforme du Code du travail, puisque si j'avais bien entendu les promesses du candidat Macron, et je suis un macroniste de la première heure, moi je m'attendais à une vraie refonte du Code du travail, un peu dans la lignée des lois Hartz en Allemagne, qui ont permis de réduire le chômage de moitié en 10 ans. Et quand on voit aujourd'hui, en tout cas les projets de réforme, je suis un peu déçu. Pourquoi ? Je suis un peu déçu parce que déjà on annonce le plafonnement des indemnités prud'homales. Bon, c'est une bonne chose. Mais en revanche, l'augmentation des indemnités de licenciement de 25%, grosso modo, ça va compenser ce point au niveau des prud'hommes. Et surtout, parce que là j'insiste sur ce point, c'est la prééminence des branches par rapport aux accords d'entreprise. Et en fait, c'est l'une des promesses du candidat Macron, c'était de dire on va, selon le principe de subsidiarité, faire descendre la décision au niveau des entreprises. Et ce n'est pas le cas. Et c'est évidemment pour satisfaire les syndicats, mais les conventions collectives font partie d'un des mots français. Il y a 93% des Français qui sont soumis à la convention collective, contre 55% en Allemagne. Et je pense qu'il faut descendre au niveau de l'entreprise pour avoir la flexibilité souhaitée au niveau du marché du travail. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très intéressant parce que mon propos, justement, découlait de la remarque concernant le projet de loi travail. Maintenant, la fameuse loi travail, qui est devenue la fameuse loi travail, Claude. Et en fait, on se rend compte que la promesse n'est pas tenue. Mais pour autant, ce qui est incroyable et paradoxal dans cette société française, c'est qu'on a un mouvement de rue qui est en train de devenir, de s'amplifier. Pour pas grand-chose, parce que en fait, le salarié est toujours protégé. Il y a des, des modifications concernant dans ce projet de loi qui incombent toujours aux branches, aux négociations avec les branches et non pas au niveau d'entreprise. Et on constate aussi que, comme par hasard, il n'y a que la CGT qui représente la masse de la contestation. Les autres ne disent rien. On a l'impression qu'il y a une négociation en sous-main ou sous la table avec les autres syndicats. Pourquoi pas ? Ça peut être malin, intelligent sur le plan stratégique pour neutraliser la contestation. Mais c'est en même temps révélateur de la culture et de la société française, en ce sens qu'à partir du moment où on essaie de faire bouger les choses, c'est là où je voulais revenir, c'est qu'à partir du moment où on cherche à faire bouger les choses et à faire évoluer les choses, on a automatiquement dans cette société, dans ce pays, un esprit de contestation. Voilà, c'est-à-dire que même si on fait des choses dans votre intérêt, à partir du moment où on change les choses, eh bien c'est la contestation. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a la société française au niveau des industries, au niveau de toutes les professions, elle est gangrénée.
j'assume le propos, je le dis, elle est gangrénée par les syndicats. Voilà. Qui sont assez peu représentatifs. Qui sont assez peu représentatifs. Du salariat français. Et le paradoxe, on vit en fait dans un paradoxe permanent ou dans des paradoxes cumulés. En ce sens qu'on est dans une société capitaliste, qu'on le veuille ou non, c'est fini le communisme, le socialisme, on peut faire toutes les nuances qu'on veut, c'est fini. On vit dans des sociétés qui sont foncièrement capitalistes et avec des gens qui veulent représenter en fait, qui sont restés figés et qui représentent une société qui n'a plus, qui n'existe plus. Voilà. Et même les salariés, même les gens qui travaillent ne cherchent pas forcément à être défendus de cette façon. Voilà. Moi, je nuancerais un peu ce qu'a dit Raouf. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de contestations à l'heure actuelle qu'au niveau de ce qu'il y a eu avec la loi El Khomri, là, c'était il y a 1 an, alors qu'en fait, la loi qui vient de passer est quand même assez proche de la loi El Khomri. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait, en fait, sur le fond et sur la forme, de concertation pendant l'été. Et voilà, pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y ait une contestation énorme. Alors, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Cette semaine, la semaine d'après, mais pour l'instant, je touche du bois, ça se passe plutôt pas mal. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours 1 ou 2 syndicats assez revendicateurs, mais il y a beaucoup moins de contestations qu'il y a 1 an. Donc, la méthode Macron, je trouve, elle fonctionne plutôt pas mal là-dessus. Sur la forme, sur le fond, je suis d'accord avec Claude, il n'y a pas non plus d'avancée majeure. Ça va pas très très loin, c'est pas révolutionnaire. Pour l'instant, on ne parle pas du tout des 35 heures. Et voilà, il avait promis en fait pendant sa campagne qu'il allait complètement stopper les 35 heures. On attend de voir. Maintenant, il est là que depuis 3 mois, 4 mois. Et c'est vrai que c'est pas facile non plus de tout bouleverser en 3-4 mois. Ouais, puis je pense qu'il y a quand même un côté positif. Il y a un effet Macron sur le business de manière générale. Je trouve qu'il y a un peu de confiance qui est revenue dans l'économie. Et on le voit même dans notre secteur. Hein. C'est reparti un petit peu. Pas que à cause de ça, mais je pense que s'il a contribué un petit peu. Là, on a vu dans le tourisme cet été, je pense qu'il y a eu un été historique au niveau de l'activité, que ce soit les tours opérateurs, les agences de voyage, les réceptifs. Si on regarde les chiffres du CETO, je crois qu'on a fait un été à plus 6%. Et on est à plus 7 depuis très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ça fait longtemps. Si on prend les chiffres des entreprises du voyage, ex-SNAV, on est, je crois, à plus 5%. Donc c'est quand même un très très bon été, une très bonne année. Et moi, ça fait à peu près 9 ans que j'ai monté mon groupe, NG Travel. C'est la première fois que j'ai une année au global, je ne parle pas de mon activité à moi, mais de voir une année où tous les confrères fonctionnent bien. Alors, c'est une bonne année. Maintenant, c'est une bonne année qui vient après 6 ou 7 années qui étaient catastrophiques suite au printemps arabe. Donc, on va plutôt dire que c'est une année de rattrapage. On rattrape cette année une partie de ce qu'on a perdu au cours des années précédentes. C'est pour ça que je pense que Macron n'y est pas pour grand-chose, en fait. Il y a un effet de confiance de façon certaine. Les gens ont envie de dépenser leur argent. Il y a une confiance, et comme Claude, je suis macroniste. Voilà, donc je soutiens à fond la démarche et l'esprit, parce que ce qui est frappant et ce qui est admirable, je trouve, dans sa démarche, c'est le courage et la façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'il a annoncé ce qu'il allait faire. Il le fait, alors, au travers de la loi travail, il se trouve que ce n'est pas le bon exemple, parce que, quelque part, on n'a pas la traduction totale de ce qu'il avait promis, et c'est pour ça que... on ne se contredit pas, on dit à peu près la même chose entre Claude et Olivier. C'est-à-dire qu'il y a une résistance, il y a des manifestations, mais elles sont contenues. Pourquoi ? Parce que justement, il a anticipé ce qui s'est passé avec la loi El Khomri. Et il a bien géré surtout les autres syndicats, en sachant qu'il ne pourra rien faire avec la CGT. Voilà, il ne pourra rien négocier avec la CGT. Donc je trouve qu'il gère plutôt bien. Il y a un climat de confiance certain. Maintenant, l'activité l'embellit qu'on connaît et que le secteur connaît au niveau touristique, je pense que c'est plus, comme diraient les traders et les spécialistes de la bourse, c'est plus un rebond technique. C'est-à-dire que les Français, ils en ont tellement eu ras-le-bol de tous les événements et de tous les événements anxiogènes en fait, qui ont entaché ces dernières années, qu'à un moment donné, ils ont besoin de respirer. Maintenant, j'apporte aussi un bémol par rapport à cette reprise. Il y a une embellie certainement au niveau du secteur. Maintenant, je dirais que c'est à nuancer, en ce sens qu'avec l'arrivée de tous les acteurs comme Airbnb, l'envolée de toutes les plateformes de vente directe, etc., le business, pour moi, il est plutôt éclaté. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément nous qui sommes tour opérateurs autour de la table, donc on va parler de nous, les tour opérateurs. Je dirais qu'on n'est pas forcément les premiers bénéficiaires de cette embellie.
Encore une fois, le client aujourd'hui, il est capté de toutes parts, par tous les canaux. Et c'est tout l'enjeu pour les tours opérateurs que nous sommes. Donc quand on est un tour opérateur, l'enjeu c'est comment capter ce client qui aujourd'hui est capté de toutes parts. Voilà. C'est en faisant un vrai travail de Théo, n'est-ce pas, Jean-Emmanuel? Oui, absolument, il est capté de toutes parts. Je suis complètement d'accord. C'est la raison pour laquelle je pense que nos vrais concurrents, c'est pas entre nous. Hein. Nos concurrents, c'est les GAFA du voyage. Hein. C'est voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux, s'allier avec eux, les contrer, etc. Donc le sujet, il est vraiment sur beaucoup plus large que le tour operating. Hein. Ça, c'est certain. Mais Olivier parlait du rebond du secteur, donc tour opérateur, agent de voyage. Dans le même temps, en effet, les plateformes collaboratives comme Airbnb ont accueilli énormément de clients, même s'ils ne sont pas très communicants sur leurs chiffres, malheureusement. Donc ça montre une appétence pour les Français pour repartir en vacances, en week-end. Ce que disait Raouf, tout à fait vrai. C'est qu'en fait, nous, on a enfin une bonne année, alors que ça fait 5-6 ans que voilà, tout le marché était en baisse. Maintenant, les plateformes collaboratives, ça fait 6 ans qu'elles ont des croissances à 100, 150, oui. 200%. Donc c'est vrai que notre croissance cette année est bonne. Maintenant, elle est très largement inférieure à celle d'un Airbnb, d'un Booking, d'un Hotel.com. Donc voilà, le métier est vraiment en train de changer. Et la vraie question qu'on se pose tous, en tout cas nous dans nos réunions, c'est quel avenir à terme pour le tour operating. Et c'est clair qu'il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Mais alors, moi, ce que je voudrais dire sur notre activité, parce que mais on a un constat, c'est que oui, on a la concurrence des plateformes collaboratives, oui, on a la concurrence des OTA, mais étonnamment, à fin août, ce sont les réseaux d'agences de voyage qui nous portent. On a une croissance qui est supérieure à 20%. Magnifique. Alors, effectivement, c'est notre sur-mesure. Avec Australie Tour, Alma Latina, c'est nos marques sur mesure. Ça y est, il l'a dit. Et on fait... on m'a dit, il faut le dire 10 fois. Alors, voilà, une fois chacun, c'est tout. Hein. Et donc, avant que mes collègues m'interrompent, alors avec Australie Tour et Alma Latina, justement, on a des croissances de plus de 20% dans les réseaux de distribution. C'est quand même extraordinaire parce qu'on dit c'est la mort des agences de voyage, on dit les tour opérateurs ont-ils un avenir, mais là aujourd'hui on répond à une demande. Ils ont un avenir à partir du moment où ils ont une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est soit via le sur-mesure, soit via des produits que j'appelle moi labellisés, voilà, des produits club qui permettent vraiment aux clients de retrouver quelque chose d'une année à l'autre. Je ne citerai pas les marques de clubs ici présentes. Je ne suis pas comme Claude. Mais on va aborder les clubs un petit peu plus tard, mais je rebondis, Jean-Emmanuel, sur ce que vous disiez par rapport aux GAFA du voyage, et c'est intéressant de mettre ça en perspective avec ce qui se passe chez Thomas Cook et Expedia, justement. C'est exactement ce que disait Olivier. Nous, on a fait le choix très clair sur le tour operating. On va travailler que sur les produits labellisés ou différenciés, on peut les appeler comme on veut. Que ce soit les clubs, nous les clubs Jet Tour, les clubs Jumbo, ou les circuits, parce que les circuits, il y a encore de la valeur ajoutée, ou il y a le à la carte. Nous, on ne fait pas du à la carte, c'est plutôt un métier de... Nous, on estime que c'est un métier de distribution. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est produit de commodité, on va dire les hôtels traditionnels, que ce soit pour passer un week-end à Londres ou à Madrid, ou partir au Baléares dans un hôtel standard, nous, on travaillera avec Expedia. C'est la raison pour laquelle on a signé un partenariat avec Expedia. Objectif, c'est un minimum de travail de travail opérationnel sur tous les produits sur lesquels on n'aura pas de valeur ajoutée. D'accord. Je trouve que c'est très malin. D'ailleurs, les Américains, ils disent souvent, excuse mon anglais, hein, Claude, if you can beat them, join them. Et à un moment donné, Expedia, dans tout ce qui est e-package, c'est les meilleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des deals hôteliers incroyables, ils ont des deals aériens incroyables, et à un moment donné, plutôt que s'amuser à refaire ce qu'ils font très très bien, autant faire un deal avec eux et se concentrer en fait sur les axes où tu peux apporter de la valeur ajoutée, comme le à la carte avec, rappelle-moi la marque, alors, Australie et Alma Latina, avec les clubs, au club. Petite question, est-ce que vous allez intégrer l'offre d'un Airbnb par exemple ?
Pourquoi pas mais je Enfin, sais vous, que... c'est en général, hein, d'ailleurs. D'une manière générale, il faut regarder parce que des gens comme Booking, Expedia, etc., ils ont des offres chez l'habitant de plus en plus. Donc ça se développe de façon confidentielle, mais ça va arriver petit à petit sur le marché. Hein, ouais. Je crois que c'est un grand truc chez vous. Nous, on hein, le fait, mais pas pour le logement, parce que notre métier, quand même, quand on vend un club, c'est d'héberger nos clients. Mais on le fait dans le cadre d'un dîner chez l'habitant. Dans tous les Kappa Club, on offre en fait un dîner chez l'habitant qui est compris dans le cadre du forfait. On a fait ça au début on l'a fait au début dans 2 clubs et ça marche tellement bien qu'on l'a systématisé dans tous les clubs. Et là, clairement, les clients adorent parce que ça leur permet d'avoir une expérience différente, d'aller à la rencontre de la population locale, voilà, d'échanger, de partager, de sortir du ghetto. Moi, je dis souvent, le club, c'est on va dire un ghetto doré, quoi. C'est un ghetto, on reste à l'intérieur, on sort peu. On paye souvent les excursions assez chères pour sortir. Nous, on leur permet de sortir du club. Ils adorent ça. Et puis très souvent, on se rend compte, quand on les interroge, que c'est un des des moments forts du séjour. Donc ça, on l'a systématisé en fait dans tous les clubs et ça marche très très bien. Ils sont pas mal, ouais. Je voudrais revenir sur la spécificité de ce que vous disiez sur l'après-élection Macron, les lois travail, etc. Dans le tourisme, ça va se traduire comment ? Quels vont être les gains pour vos entreprises, ces fameuses lois travail ? Est-ce qu'il y aura plus de flexibilité, plus de créneaux d'ouverture ? Vous embaucherez plus de gens ? Comment vous avez une visibilité là-dessus ou pas ? Avant de parler de gains, il y aura des petites pertes parce que toute la partie CICE, ça va baisser. On va perdre 1 point sur le CICE et en plus fiscalement ce sera moins intéressant. Ouais. Donc ça c'est un point important. Après, voilà, je pense que ça va beaucoup aider les toutes petites entreprises, donc les TPE, moins de 10 personnes. Mais autour de la table, on est tous sur des sociétés entre 10 et 400, 500 personnes, ça ne changera rien. Ouais, d'accord. Non, il y a un élément qui risque de nous impacter, c'est celui qui concerne le travail à domicile. Oui, parce que qui va être assoupli. Alors qui va être assoupli, c'est-à-dire que ça peut être. Non mais alors oui, t'as raison. Non mais moi je me suis déjà octroyé un jour à Aix, sauf pas aujourd'hui parce que je suis là. D'habitude les lundis je travaille depuis chez moi à Aix, mais là en l'occurrence vous avez vu que un collaborateur qui demandera à travailler depuis chez lui, donc le télétravail, ce sera à l'employeur, s'il décline sa demande, de justifier la raison du refus. Donc dans nos métiers, on risque d'avoir, alors ça peut être une bonne chose, mais comprenez que quand on a un centre d'appel, pour gérer les plannings, pour gérer la qualité de la relation client et même la circulation de l'information, c'est pas toujours évident de systématiser le travail à domicile. Donc, mais ça va nous impacter dans nos métiers pour le coup. Le gain, c'est vrai, il est aussi au niveau de l'organisation sociale, c'est-à-dire que la suppression ou le relèvement des seuils va permettre en fait aux entreprises au lieu d'avant d'avoir l'obligation de créer un comité plus le comité d'hygiène, etc. Il va y avoir la possibilité pour les entreprises qui franchissent ces seuils de faire une délégation unique du personnel. Et ça c'est pas mal, ça va soulager pas mal les entreprises. Voilà les process et c'est rigolo parce que c'était l'un des sujets. Merci. C'est rigolo parce qu'on se rendait compte, nous, j'ai fait une réunion ce matin qui abordait plusieurs sujets, et on s'est rendu compte que nous, on avait anticipé en fait cette démarche, puisque chez moi, chez Thales Saint-Laurent en voyage, en fait, on a fait une délégation unique du personnel, voilà, parce que la loi nous le permettait, voilà, sauf que là, en fait, la même modification de la loi va permettre aux entreprises qui franchissent ces seuils de faire ça. D'accord. Jean-Emmanuel, vous vouliez aborder, je crois, un événement assez récent. Je voulais juste dire un mot sur le passage de l'ouragan Irma, puisqu'en fait, il y a eu pas mal de couverture, puisque la France a été touchée avec ces 2 îles de Saint-Martin et de Saint-Barth. En revanche, on a de nombreuses questions des agents de voyage sur l'état des destinations caribéennes suite au passage de l'ouragan Irma. Alors, je pense que tous les moyens sont bons, tous les canaux sont bons pour passer une information, on va dire, fiable et transparente pour assurer tout le monde, en particulier sur la République dominicaine, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur le fait que ces îles n'ont pas été touchées par l'ouragan.
Donc l'ouragan est passé à plus de 150 km de la Repdom, donc il n'y a strictement aucun dégât. Il faut vraiment rassurer l'ensemble des agents de voyage. Cuba était un petit peu plus touché, en particulier dans le nord sur Cayo Coco et l'ensemble des cayos, mais les autorités cubaines sont vraiment à pied d'œuvre pour établir les aéroports qui sont déjà réouverts sur Varadero et La Havane sans aucun problème. Et puis que l'ensemble des infrastructures sur Cayo Coco seront remises à jour, nettoyées, réhabilitées pour le mi-novembre. D'accord. Donc je pense que c'est important de rassurer les agents de voyage sur ce qui se passe dans les Caraïbes. Voilà. Ils ont l'expérience là-bas. Ils ont l'expérience là-bas. Ils ont beaucoup d'expérience. C'est la première oui. année qu'il y a des cyclones aussi puissants, mais ils savent comment faire. Ils savent anticiper. Ils savent. C'est pas comme les Français. Ouais. Ah, je sens qu'il y a là une petite pointe de méchanceté, Raouf, là. Les Français qui sont basés en fait en France au niveau de l'industrie, je trouve, gèrent ça de mieux en mieux. Moi, je me souviens, les premiers ouragans qu'on a connus dans une nuit précédente, là, c'était le premier gros, là, c'était Vilma. Et voilà, les équipes n'étaient pas aussi rodées que maintenant. Je trouve que maintenant, voilà, que ce soit chez nous, chez Zotéo, ça se gère beaucoup mieux. C'est plus la panique comme ça pouvait l'être avant au niveau des agences de voyage. J'annule. À la limite que les clients veulent pas faire des nouvelles résas, on comprend. Maintenant, il y a très peu d'annulations par rapport à ce qu'il y avait avant. Quand on considère que voilà, il faut maintenir le vol, les clients y vont. Et les agences de voyage nous suivent. Et il y a un bon travail quand même, je dois signaler, du CETO qui est fait dans ces circonstances. C'est très important. Tu m'as coupé, mais voilà, je voulais terminer là-dessus. Voilà, et c'est clair que c'est le CETO qui a réussi à faire ça en créant des comités de crise. Voilà, Jürgen Marman a fait un énorme travail là-dessus et ça aide beaucoup. D'accord. Comment Bon, là, c'est un événement climatique. On a connu des événements politiques. Comment vous arrivez à être suffisamment agile pour justement travailler avec les compagnies aériennes, déplacer ou pas une partie de clients? C'est là où on se rend compte du rôle fondamental du CETO. Parce que les tours opérateurs, ils sont à la source de la production et donc de l'événement, puisqu'ils sont censés, et c'est la réalité, connaître ce qui se passe avant tout le monde, avant leurs clients, sur le terrain. Et le rôle du CETO, en fait, c'est de centraliser à travers chaque événement, et en essayant d'anticiper les événements, c'est de centraliser les informations au niveau de chacun. De telle sorte qu'en fait, en se faisant le porte-parole, il anticipe en fait la communication et les demandes, les exigences avec les institutions représentatives françaises. Et là, c'est un rôle déterminant, c'est-à-dire que moi, je pense que s'il n'y avait pas le CETO, on aurait beaucoup de problèmes, nous, les tours opérateurs aujourd'hui. Voilà. Sans ce rôle à la fois politique et vraiment opérationnel. Parce que c'est pas que du politique, c'est vraiment un rôle opérationnel. C'est très important. Le CETO est très pro, mais même nos partenaires à l'étranger sont de plus en plus pros. Nous, par exemple, en République dominicaine, on a un club dans le nord, pas très loin d'Haïti d'ailleurs, dans la péninsule de Samana. On pensait qu'il serait touché parce que l'ouragan devait toucher le nord. Donc en fait, notre partenaire réceptif en fait, a transféré tous les clients dans un autre club vers Punta Cana. Voilà, ils ont fait ça en 5 heures, ça s'était très bien passé. Les clients sont restés 2 jours là-bas. Mais au final, voilà, l'ouragan, comme tu disais, est passé à côté. Mais voilà, nos partenaires sont beaucoup plus réactifs qu'auparavant. C'est-à-dire beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont les infos bien avant. Maintenant, au niveau de la météo, on arrive à savoir heure par heure, voilà, où est le cyclone, où il va aller, ce qui n'était pas le cas. Vilma, c'était quoi, il y a 7 ans, 8 ans ? À l'époque de Vilma, l'info n'était pas aussi fiable. Réseaux sociaux, smartphones, ça facilite aussi la communication. Okay. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les événements de cet été qui impacteraient ou pas les prochaines saisons ? Ou on passe aux tendances hiver ? Je réfléchis, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Alors, j'ai passé de bonnes vacances, Neymar au PSG, ok. Non, mais là, il se rend pas compte qu'il vient de dire un truc super pertinent en rigolant. On y va. Parce que l'arrivée de Neymar, mine de rien, mais l'arrivée de Neymar, c'est des Brésiliens par milliers. Hein ? C'est tous les touristes portugais qui se sentent proches
de la culture brésilienne. Bien sûr. Voilà, ça crée des échanges, il y a un impact. Moi qui suis Marseillais, en tout cas toulonnais, je suis à 2 doigts de prendre ma carte Non, de supporter non, au Paris Saint-Germain. possible. Non, là, À 2 doigts, en c'est tout pas cas, je possible, vais. Olivier. Quand- Ça serait une trahison suprême. Quand je suis invité, je vais y aller. Alors qu'avant, quand j'étais invité, j'y allais pas. Quand je suis invité, je vais y aller quand même. Là, par contre, il se rend compte qu'il dit pas vrai. Très bien, alors je vous propose de passer aux tendances de l'hiver prochain. Qui veut commencer? Parce que c'est large comme sujet. Donc, Moi, je vais bien commencer avec mes allez. marques. Donc pour les tendances Australie Tour, là, pour Australie Tour, je peux vous dire que l'Australie, effectivement, elle va en poupe. Contrairement à la Nouvelle-Zélande qui fléchit un petit peu. Donc, et étonnamment, sur l'Australie, là, il y a une tendance forte, c'est que les Français ont une appétence accrue pour l'Ouest australien. Du côté de Perth, des Kimberley, alors que jusqu'à présent, on avait du mal à les sortir de ce qu'on appelle le 3 points, c'est-à-dire Sydney, Ayers Rock et après Cairns avec la Grande Barrière. Et là, on sent un intérêt accru. Je pense que le vol direct de Londres-Perth a sans doute, que lance Qantas là, en mars prochain, a sans doute influencé la demande. Après, sur nos autres marques, sur Alma Latina, on a une forte poussée du Mexique qu'on a lancé cette année, qui marche très bien. Le Mexique, alors pour nous, c'est un lancement et on s'aperçoit qu'il y a une vraie tendance, demande du Mexique, et le Costa Rica qui poursuit également sa forte progression. Et puis sur Asie Infinie, on a 2 destinations qui marchent fort, c'est le Japon et le Sri Lanka. On sent que là, il y a une très forte demande également. Et puis pour Terre de Charme, je voulais signaler qu'on lançait une brochure spéciale voyage sur mesure en Égypte. Oula. Parce qu'on a des voiliers traditionnels sur le Nil qu'on exploite nous-mêmes avec Terre de Charme Égypte et on va les proposer en agence de voyage dès le mois prochain. On a combien de On a 4 sandales qui ont une capacité de 2 à 8 personnes et qui proposent une expérience de voyage sur le Nil absolument extraordinaire. Chez vous, Raouf? Très simplement, nous on est en train de faire la révolution chez nous en interne. C'est-à-dire qu'on est en train de mener plusieurs chantiers en fait depuis 2 ans. Au moment où je vous parle, je suis pas fatigué, je suis épuisé. Ça ne se voit pas. D'habitude on dit oh là là je vais bien, je suis en forme, comment tu vas, etc. Moi je vais vous dire la vérité, je suis épuisé mais excité à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille comme des dingues depuis 2 ans pour fourbir. En fait, on est en train de fourbir nos armes pour anticiper les tendances futures. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, mais encore, concrètement là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la révolution? C'est une révolution Dans IT, les grands traits, pour parler de l'actualité, puisque vous avez posé la question sur la tendance, comment s'est passée la saison. Sur l'activité, nous on fait une croissance, mais qui est contrôlée, mesurée dans la mesure où en fait on a eu des croissances tellement fortes les années précédentes, et sans mettre forcément beaucoup de moyens, d'accord, qu'à un moment donné, pour ne pas exploser en plein vol, d'accord, il fallait contrôler notre croissance. Donc c'est pour ça que 2017 pour nous en fait on a continué, c'est une croissance mécanique, on ne l'a pas forcément cherché, c'est une croissance mécanique, on a continué sur notre lancée, mais on a essayé de la contenir quand même. Pourquoi? Parce que pour mener à bien justement ces différents chantiers. Ces différents chantiers en fait c'est la technologie, voilà, donc vous attendiez, c'est la technologie pour pouvoir vendre en package dynamique. Voilà. Alors on arrive un petit peu après certains opérateurs, et volontairement, parce que c'est reculé pour mieux sauter en fait, on a regardé ce qui se passe sur le marché, on a pris ce qu'il y a de mieux, on a regardé ce qu'il y avait de moins bien, pour justement essayer d'apporter quelque chose de pertinent. Voilà, parce que faire la même chose que tout le monde, c'est pas dans notre ADN. Thalasso numéro 1, la marque elle-même, quand je l'ai créée à 14 ans, c'était pour faire la différence. Voilà. Même sur une niche, c'était pour être différent. Donc aujourd'hui, on est sur du volume industriel et sur une production industrielle. Donc il s'agit toujours de maintenir cette culture de la différence. Voilà. Olivier a parlé pour les CAPA de ce qu'il faisait de différent pour vraiment se démarquer des concurrents historiques sur les clubs comme Thomas Cook, TUI et d'autres.
Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais à tous les niveaux. Donc technologie avec le package dynamique, et on fait la révolution également au niveau de la production, puisqu'on va passer en long courrier. Voilà. Il faut se rendre compte que tout le savoir-faire qu'on a déployé en moyen courrier, on va le dupliquer en long courrier. Donc c'est une vraie révolution, parce que c'est une autre démarche, c'est une autre stratégie, mais qu'on souhaite dupliquer à un niveau industriel. Voilà. Donc, et pour ça, donc, il ne s'agit pas seulement de le vouloir, il faut encore faut-il mettre en place la structure et les moyens. Et les compétences, parce que ça passe aussi par les compétences. Il faut acheter de la même façon le long courrier que ce qu'on achète sur le moyen courrier. Voilà. Sur les clubs, pareil que NG, ce que fait NG avec Kappa, on n'a pas le choix que d'être différent, c'est-à-dire d'apporter un contenu différent. Alors Olivier fait un truc sympathique, effectivement, qui est le dîner, le repas chez l'habitant. Nous, on essaie de faire, en fait, d'apporter la culture entre les mains du client sans qu'il se déplace, c'est-à-dire de lui apporter cette ouverture au sein même de la structure du club. Comment ? Par une déclinaison, en fait, de prestations qui vont lui permettre de dire « je suis dans la culture de la destination », sans avoir à être fermé, comme le propose un concept de club auquel chacun peut penser. Voilà, il s'agit d'être dans un univers qui puisse apporter de l'ouverture et la découverte vraiment de la destination. Ces déclinaisons de prestations, c'est quoi ? C'est des cours de danse, c'est des cours de langue, c'est des cours de cuisine locale. Voilà. Et ça, c'est un cahier des charges qui est imposé à tous nos hôteliers. On leur impose de faire ça 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Et j'impose, c'est moi qui ai rédigé personnellement, c'est-à-dire je n'ai pas voulu laisser le soin à personne d'autre. C'est moi qui ai rédigé ce cahier des charges parce que personne n'est mieux placé que le dirigeant, que le créateur pour inculquer une idée. Et j'ai demandé à nos hôteliers, ça leur coûte de l'argent, mais je les oblige à avoir cette démarche d'organiser un marché de produits locaux et de faire venir des artisans dans l'hôtel. C'est-à-dire, mais pas pour vendre n'importe quoi. C'est vraiment, je demande à ce que ça soit vraiment quelque chose qui traduise la culture locale. Voilà. Maintenant, ça c'est une obligation à la différence, mais il ne faut pas perdre de vue que les clubs, il ne faut pas que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour aujourd'hui résister et se développer dans la production industrielle, tel qu'on le fait en tant que tour opérateur, il faut garder aussi une production qui ne soit pas que club. Il faut aussi être pertinent sur l'offre qui n'est pas club. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on développe le concept et le contenu, mais on n'ira pas jusqu'à avoir 50 ou 100 clubs comme le proposent d'autres. On veut persister dans notre stratégie d'être absolument différent dans le contenu. Voilà. Quitte à être un peu moins disant en quantité. Est-ce que 50 clubs, c'est ce que vous annoncez, vous? Nous, on annonce 50 clubs parce que Jetour aura 50 ans l'année prochaine. Donc, mais c'est le hasard. Donc, on a 50 clubs, on pense que c'est assez la taille critique en termes d'offres de destination, que ce soit le long courrier ou moyen courrier. On a développé depuis 2 ans 2 marques bien positionnées, une sur le milieu de gamme qui est la marque Club Jumbo, sur le segment premium les clubs Jetour. Donc on a à peu près moitié-moitié. Et nous, on a travaillé beaucoup l'investissement, c'est-à-dire le contenu de ce qu'on offre en termes d'encadrement enfant, en termes de nombre de créneaux pour les enfants, de spectacles, d'activités entre les parents et les enfants. On a beaucoup développé de l'activité sportive aussi, donc avec de l'activité qui n'est pas seulement de l'initiation, beaucoup de cours qui sont donnés à la fois aux parents et à la fois aux enfants. Et puis on a travaillé non pas des spectacles tout préparés, on a travaillé beaucoup d'événements au cours de la journée, soit le soir, des événements surprises aussi pour les clients, de manière à ce qu'il y ait toujours une activité sympa pendant la journée. Donc voilà. Plus un retour sur les fondamentaux du club et moins l'ouverture, l'immersion comme le propose Olivier ou Raouf. Le fait de s'ouvrir sur les pays, etc. Nous, on a travaillé surtout les fondamentaux sur l'encadrement enfant, les sports et les événements. Voilà. À l'intérieur des clubs avec un énorme investissement, puisqu'on a pratiquement, en 2 ans, on a pratiquement doublé nos effectifs dans les clubs et on essaie de gagner en taille à l'intérieur des hôtels ou des resorts sur lesquels on travaille.
Et on a énormément investi avec les équipes qu'on forme, qu'on essaye de fidéliser d'une saison sur l'autre, etc. Voilà. Il y a une initiative question. auquel tous les Théo vont être associés, tous les Théo qui font du club. C'est créer une norme des clubs. Alors le CETO a parrainé cette initiative, Orchestra également, Easy Voyage. Donc on est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte qu'un client qui veut comparer les clubs les uns après les autres, et surtout avoir un vrai label pour pouvoir identifier quels sont les vrais clubs versus ce que j'appelle des hôtels-clubs animés que certains hôteliers vont pouvoir lancer sur le bassin Med ou à l'étranger. En fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a une vraie expertise club au sein de ces partenaires-là. Et donc avec des normes, un club, c'est X encadrants pour X chambres. Un minimum de temps de chambre, un minimum de temps d'animateur par chambre. Donc c'est un cahier des charges sur lequel Pierre-Emmanuel a beaucoup travaillé l'an dernier. Alors dernière question, parce que la régie me montre qu'on est déjà à la bourre. On a parlé, la régie est très très sévère. Et les destinations, donc... Vous avez effleuré le sujet. Les longs courriers, ça va être où alors On ouvre l'Asie du Sud-Est, les Caraïbes, Bahamas. Parfait. Voilà. Avec Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, avec les circuits, sur hôtel et circuits. On ouvre un club à l'île Maurice. Wow. Donc, et j'en profite pour compléter avec l'océan Indien. D'accord. Avec l'île Maurice, Maldives, des combinés pour l'instant qu'on garde en scoop. Ok. Des combinés qui ne se sont pas trop vus ou pas du tout vus sur le marché. D'accord. Voilà. Et même en nouveauté, je peux vous le dire, en nouveauté hors long courrier, on est en train de monter des combinés, des circuits que personne ne fait sur le marché français. On a hâte de voir ça dans les agences et sur Internet. Dernier tour de table sur les destinations qui boostent. On a parlé de l'Égypte tout à l'heure avec Claude. Je lis pas mal du retour de l'Afrique, Nouvel Eldorado, du retour de la Tunisie. C'est du propos de journaliste ou c'est du vrai ? Ça reprend, mais voilà, ça part de très très loin. Oui. Je crois que Tunisie a dû faire plus 100-150% de progression, mais elle était tombée tellement bas qu'il fallait remonter. Je voudrais écouter Jean-Emmanuel là-dessus, comme c'est un tour opérateur historique. Tunisie, ça repart vraiment. Parce que nous, sur l'été, c'est arrivé dans le top 5 des destinations sur le mois d'août. D'accord. Donc il y a un vrai mouvement. En dehors de la progression, il y a un... Non, effet retour, énorme travail des autorités pour réguler, pour remettre de la sécurité, rassurer les clients. Les hôtels qui sont restés ouverts ont investi, ils ne se sont pas laissés abattre, ils ont fait un énorme travail. Okay. Donc énorme travail des autorités tunisiennes et des hôteliers tunisiens. Donc nous, on fait le pari de la Tunisie cet hiver et l'été prochain. D'accord. Et je pense que c'est un des facteurs qui peut redresser le tour operating français si jamais ça repart. D'accord. Ça peut être un des retours à une rentabilité de l'ensemble de notre secteur qui est quand même pas le secteur le plus rentable de l'industrie. D'accord. Voilà. Donc vrai retour. Nous on a même le Maroc aussi qui performe pas mal cet hiver. Maroc qui était pas tombé bas, pas sinistré mais qui reperforme très bien. Et sur l'hiver, juste pour finir sur l'hiver, nous on a les destinations. Globalement, les destinations long courrier fonctionnent très bien, de manière générale. US ? Non, US, non, nous on n'y est pas. Non, nous c'est plutôt les Caraïbes et puis l'océan Indien. Donc l'ensemble des destinations refonctionnent. Donc ça veut dire que les gens qui ont un CSP+ et qui voyagent sur ces destinations ont retrouvé confiance. Ça c'est clair et net. Avec un léger ralentissement sur Repdom et Cuba, malheureusement à cause de Irma la semaine dernière. Donc j'espère que on va essayer de reconvaincre un petit peu les agents de voyage. Et nous, sur moyen courrier, on a les Canaries qui fonctionnent relativement correctement. Et on a la Laponie surtout qui cartonne. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une destination qu'on aurait oubliée et que vous vouliez mettre en avant ? Il y a deux destinations qui marchent plutôt pas mal. De manière générale, la Caraïbe marche très très bien. Bon, à part depuis quelques jours, mais tout ce qui est Repdom, Cuba, même s'il y a parfois un souci qualitatif sur Cuba, les prises de commandes sont très bonnes. Le Mexique marche très très bien. Il y a une toute nouvelle destination qu'on a lancée avec un club Coralia, c'est la Jamaïque. Et là, on est étonné, ça marche super bien. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet Usain Bolt ou si c'est le fait que les Français ont envie de changer de destination. Ça marche très très bien. Voilà, c'est une belle image. Panama, on a deux clubs sur le Panama, un Kappa Club et un club Coralia. Ça marche très très bien, surtout qu'il y a vraiment un côté culturel. C'est-à-dire que ce qui marche très bien, c'est les combinés
donc club et circuit Panama, Costa Rica. Et une destination qui démarre tranquillement, mais c'est mon coup de cœur, c'est Oman. D'accord. Oman, donc Oui, on va ouvrir cet hiver donc un Kappa Club dans le sud d'Oman, donc à Salalah. Et donc c'est une région qui est magnifique, c'est quasiment l'océan Indien en fait, parce que c'est vraiment tout au sud d'Oman. Et les résas démarrent plutôt pas mal. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est faire des combinés, forcément sur Oman, mais également Oman et Zanzibar. Parce qu'en fait, c'est pas très loin de Zanzibar. Et à l'origine, c'était le même pays en fait. En fait, c'est une colonie portugaise qui allait en fait de Oman à Zanzibar. Et pas mal de clients ont envie de faire les deux en même temps, Zanzibar et Oman. Bravo, bravo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la table de la quotidienne numéro 25 et vous souhaite une très bonne rentrée, un très beau Topresa. On s'y retrouve tous avec grand plaisir. Bye bye.